Alors, on va pouvoir passer à la deuxième conférence de cette journée, qui s'appelle Global Manga, un manga à part entière au-delà des clichés. Les mangas internationaux sont souvent jugés un peu à la hâte par les lecteurs habituels des mangas japonais. Est-ce encore du manga? Est-ce de la BD française? Faut-il hésiter en sens de lecture occidentale ou japonais? C'est toutes ces questions et bien plus encore à laquelle les trois intervenants ici vont répondre. Donc on est en présence de Nazca, de Chateau Chateau et de l'édition H2T. Et je vais tout de suite leur laisser la parole, puisque ceux qui ont parlé, c'est pas moi. Alors, bonjour à tous. Donc, pour ma part, je m'appelle Marcy. Je suis chroniqueuse en fait pour le podcast MangaCast. Et c'est moi qui viens animer en fait la session d'aujourd'hui. Et on est en effet accompagné donc, de nos trois éditeurs. On va peut-être vous laisser vous présenter. Alors, on a tout au bout Édition Nazca. Exactement. Tu veux dire ton prénom peut-être? Moi, c'est Benjamin. Voilà, parce que je vais quand même pas dire hey, Édition Nazca, réponds. Ensuite, nous avons l'édition Chateau Chateau. Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis intermittent du spectacle et j'aimerais avoir un travail. Non, je rigole. Désolé. Je suis désolé. Bonjour, je suis Nicolas, directeur éditorial des éditions Chateau Chateau. Et désolé si j'ai l'écharpe, je suis juste un tout petit peu malade et fatigué, mais normalement je devrais survivre jusqu'à la fin de la conférence. Voilà. Et enfin, le plus ancien finalement, les éditions H2T. Non, pour les éditions, pas pour la personne. Non, sinon c'est moi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Mahmoud, cofondateur et directeur éditorial des éditions H2T. Alors, sans plus attendre, on a une première question qui va poser tout de suite, je pense, la base du débat. C'est quoi un global manga? Allez, on va commencer par le plus récent. Alors, le plus récent, si je ne me trompe pas, c'est Chateau Chateau. Non, désolé. Nous, on est arrivé en février 2018. Oui, mais lui aussi. Ah, non, bah oui. Moi non, aussi, alors hein. du coup, Voilà. vous êtes quasiment pareil. Quel jour? 21 février. Au soir ou au matin? Entre 16 et 18 heures. Bon, alors t'es le plus jeune. Ah, zut. Alors, selon toi, comment on pourrait définir quels sont les codes qui disent ça, c'est un global manga? Alors, je pense que c'est plus... On m'entend bien? J'ai pas l'impression. Si? Ok. Bien en face. Ok. Ah, là, c'est bon. Là, on m'entend bien. Pour moi, le global manga, je pense que c'est plus une question de format de bande dessinée, en fait, plus qu'une question de pays ou quoi que ce soit d'autre. Je pense que... Voilà. Du coup, du format, on peut dire noir et blanc. Du format, obligé ou pas? Pas forcément, parce que du coup, nous, notre premier titre est pour nous un manga et il est en couleur. Donc, on peut dire que c'est pas forcément en noir et blanc. Alors du coup, Chateau Chateau, est-ce qu'on peut dire que c'est si on exclut le noir et blanc face à la couleur, on peut le voir aussi que effectivement, il y a certaines éditions en Asie qui sont toutes en couleur et qu'on estime aussi qu'on appelle ça du manga, même si ça apporte un autre nom. Est-ce que c'est le format? Qu'est-ce que selon toi, c'est fait que c'est un code qui dit ça, c'est du global manga et c'est pas par exemple de la BD? Ou alors on dit que le manga est de la BD. Alors déjà, moi, je suis désolé, je vais faire le mec un peu relou dès le départ. Je déteste le terme global manga. Pour moi, un manga est un manga. À partir du moment où on suit un certain code, que ce soit dans l'élaboration, que ce soit dans l'élaboration du manga en lui-même, que ce soit dans le dynamisme, que ce soit dans le format, comme tu l'as dit, pour moi, c'est un manga. On utilise le terme global manga pour essayer de dire que ça vient d'en dehors du Japon. Mais... je prends l'exemple de la bande dessinée franco-belge. Il y a des BD qui sont faites en Italie. On ne va pas les stigmatiser en leur disant c'est pas une BD, c'est un global BD ou une BD italienne. Voilà. Donc en général, on dit c'est une BD. Et du coup, pour moi, global manga, c'est avant tout un terme qui a été, je veux dire, presque inventé par des puristes qui, pour eux, dès que ça ne venait pas du Japon, ça ne pouvait pas être considéré véritablement comme un manga, donc on utilisait ce terme presque pour les mettre dans une autre catégorie. Mais si on doit donner une définition, oui, c'est un manga qui n'est pas d'origine japonaise, mais qui suit les codes du manga dans sa construction et dans son format. Je crois que c'est ton tour, Mahmoud. Je crois bien. En gros, moi je vois plus ça du côté, genre par exemple, la France, c'est pas le pays des sushis. On est d'accord, hein, c'est pas la spécialité locale, hein, mais ça n'empêche pas d'en faire, d'en bouffer et d'aimer ça. Le manga, c'est un peu, à mon sens, c'est un peu la même. Le mot global manga, en tout cas, est effectivement là pour faire une espèce de distinction. Je pense qu'il n'y a pas de raison de se sentir offusqué, il n'y a pas non plus de raison d'être particulièrement pro-séparatiste sur les questions culturelles. De la même manière que le manga, tel que nous on le connaît en tout cas, qui est né, on va dire, dans sa forme la plus
la plus récente, donc on va dire post-Deuxième Guerre, était très largement influencée par les productions américaines. Et j'ai pas l'impression que les Japonais aient dit à Tezuka, non mais attends, tes persos ont des trop gros yeux, ils sont trop occidentalisés, on n'en veut pas au Japon. Donc il y a un va-et-vient, il y a un effet de vase communicant qu'il faut accepter, se dire que à chaque échange, le contenu s'enrichit. Maintenant, le terme de global manga ne m'irrite pas plus que ça, mais j'ai plus tendance à tiquer sur des appellations vraiment très nationalisées. Manga français, genre manga italien, manga machin. Je serais plus appelé à dire c'est un manga made in, parce qu'il y a un travail artistique qui est fait en amont et un travail éditorial qui est fait en aval, qui lui est plus en accord avec les attentes du public, qui lui, forcément, peut varier d'un pays à l'autre. Alors, c'est vrai qu'on a eu plusieurs appellations pour le manga. Donc, manga, on le connaît, ça vient du Japon. Après, quand ça a été en Corée ou en Chine, on a eu les manhwa, qui étaient un petit peu différents. Et c'est vrai que quand les États-Unis ont commencé à se dire, nous aussi, on va faire du manga et on va appeler ça Global Manga, puisque ça vient finalement de Tokyopop, qui avait lancé une maison d'édition, enfin, qui avait lancé un label plutôt, qu'ils ont fortement importé d'ailleurs en Allemagne. Et quand nous, on s'est lancé, on s'est dit, nous aussi, on veut faire un petit peu du Global Manga, mais comment on va l'appeler? Alors, on a eu des termes, on a est-ce que vous vous souvenez des termes qu'on avait utilisés au tout début? Du fra, le manfra, c'est le plus utilisé, je crois, qu'il y avait au début. Pour nous, les plus vieux. Franga, oui, je crois qu'il y a eu aussi. Et donc, voilà, il y a eu quelques termes. Et après, on s'est dit, non, mais attendez, là, on va un petit peu trop loin. Pourquoi avoir un manga français, finalement? On s'en fiche. Puis, en plus, l'appellation était très européenne. Donc, Global Manga est resté, effectivement, parce que Tokyopop l'avait fait et fallait bien un terme. C'est les Américains, quoi. C'est les maîtres du monde, donc voilà, c'est ça. Mais alors, si on lit... alors, désolé, on va continuer à utiliser l'appellation pour la conférence, pour un petit peu différencier, mais on a bien compris qu'effectivement, ce qu'ils appelaient manga global, c'était finalement juste la nationalité. Ouais, mais alors, quand on est édité au Japon, est-ce qu'on est toujours du global manga? Malgré la nationalité de l'éditeur, on connaît pas mal de Coréens, finalement, qui ont été édités au Japon et qui font un style quasi identique. Alors, si on lisait finalement des mangas, est-ce qu'on peut toujours les différencier? Est-ce qu'il y a des titres global manga, selon vous, où il n'y a aucune différence par rapport à des japonais? Ou alors c'est vraiment très propre, les mangas japonais, ça se voit tout de suite, on l'ouvre, on le sait, c'est japonais. Il y a une question de style, je pense, au niveau du dessin, surtout, qui est par pays, je trouve, très démarqué. Et je pense que je rebondis sur une future question, déjà. Mais je pense qu'on peut assez facilement différencier au niveau du style graphique chaque pays. Même si le manga en général a plein de styles différents, je pense qu'il y a une patte graphique dans certains pays qui se démarque assez facilement. Moi, je suis d'accord et pas tout à fait d'accord, en fait. En gros, c'est vrai que sur certains points, on a beaucoup d'artistes, je l'ai remarqué notamment en France, qui s'inspirent de la BD franco-belge et qui, du coup, dans leur style graphique, adoptent un style presque hybride. Et à ce moment-là, effectivement, on peut remarquer cette différenciation. Et c'est peut-être, d'ailleurs, au départ, il y a 15 ans, ce qui a fait que le manga made in France n'a pas forcément fonctionné, parce que les gens avaient tendance à stigmatiser en disant « Non, mais c'est trop différent du style japonais au niveau visuel, ça ressemble trop à de la BD franco-belge ». Et du coup, ça avait tendance justement à, pour certains puristes, à apporter une image un peu péjorative en disant « On n'est pas capable de faire comme les Japonais ». Moi, je pense surtout que c'est une question personnelle. C'est-à-dire que chaque artiste, dans sa manière de concevoir un titre, va décider d'adopter un style. Il y en a certains qui voudront se rapprocher le plus possible du style japonais, des fois sans le vouloir. On peut parler de Tony Valente. Quand on regarde son manga Radiant, on n'a pas l'impression qu'il y a de l'inspiration franco-belge ou quoi que ce soit. On a l'impression de voir un manga japonais. Il y en a d'autres dans lesquels effectivement ça va se voir, et des fois ça peut être un peu compliqué, parce qu'on a des titres comme par exemple Last Man qu'on ne peut pas catégoriser parce qu'on ne sait pas quel format il a adopté, quel style il a adopté, donc c'est un peu compliqué à voir. Donc je pense vraiment que c'est véritablement d'un point de vue personnel qu'on peut voir la différence. Mais si on commence à dire que chaque pays a son propre style, je ne veux pas dire que c'est de la discrimination, mais c'est presque catégoriser chacun et de nouveau aller dans le sens il y a du global manga, c'est autre chose que du manga normal. Et moi, j'apprécie pas trop ça. Moi, je pense plutôt, c'est chacun fait son style personnel. Après,
C'est au lecteur de dire si ça lui plaît ou pas, ou s'il veut quelque chose vraiment qui se rapproche entre guillemets du style japonais. En sachant que même au Japon, il y a des styles qui sont assez différents. Des fois, on peut avoir des styles qui sont très différents d'un manga à l'autre, mais bizarrement, les Japonais, ils vont pas dire ah bah non, ça ressemble pas à du manga, donc c'est pas du manga. Là où nous, entre guillemets, en France et même en Europe, des fois aux États-Unis, on aura tendance à stigmatiser et à dire ça s'éloigne un peu trop du manga, donc ça me plaît pas. C'est pas vraiment du manga. Alors, à titre personnel, chez H2T, on travaille avec des auteurs du monde entier. Donc, on a une production avec des auteurs français, on a des auteurs, on a un gros pool d'auteurs italiens, on a des auteurs sud-américains, argentins, brésiliens. Et en parcourant leur catalogue, et aussi on a aussi une auteure japonaise, et en parcourant leur planche de prime abord, en le regardant en une fraction de seconde, je suis strictement incapable, avec certitude, de dire ah ouais, bah ça c'est fait en Italie. Franchement, celui qui a un Sharingan pour faire ça, il me le dit parce que c'est quand même balèze. Bon, je peux dire c'est japonais, c'est pas japonais, à la limite, et encore, le cas de Tony Valente peut laisser peut être un peu trompeur. Mais sinon, voilà. Par contre, c'est plus au niveau du fond. C'est-à-dire que c'est une leçon, je trouve, assez intéressante pour nous, lecteurs, et pour les gens en général, qui aujourd'hui, voilà, on est en train de rentrer dans une forme de surconsommation et de consumérisme assez appuyé. On regarde au niveau des séries, voilà, on prend des abonnements, on avale. Et finalement, on traite finalement certains contenus culturels d'un point de vue très, très global, finalement. Et on sent qu'on a besoin de faire un effort supplémentaire pour rentrer dans les spécificités. Le global manga, cette force-là, c'est que finalement, ça fait comme un énorme melting pot qui nous impose de nous plonger dans les spécificités de chacun des titres pour relever les petits détails qui peuvent nous permettre de raccorder avec la culture native de l'auteur. Mais ce n'est pas quelque chose qui saute aux yeux. Alors effectivement, on se rend compte que dans les premières productions, et peut-être encore aujourd'hui, les personnes qui cherchent à finalement avoir un style graphique proche du manga, donc pour faire du global manga qu'on appellerait aujourd'hui, vont forcer un petit peu le trait sur le côté japonais. Donc on va retrouver des univers japonais ou asiatisants à très forte dose, et aussi donc le sens japonais ou pas des planches. Ce qui peut être vraiment atypique pour nous qui connaissons un sens particulier. Vouloir créer une œuvre dans le sens original japonais, c'est vraiment peut-être pousser très très loin la réflexion de je fais du manga, donc je récupère tous les codes possibles, mais peut-être à outrance ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? À outrance, je dirais pas, parce que à la base, quand on veut faire un manga, il faut reprendre certains codes. C'est comme si, c'est comme s'il y a eu dans un bâtiment, on a des murs porteurs, et ensuite on a des plaques qui viennent s'agencer pour pouvoir construire un immeuble. Là, c'est pareil. Pour nous, les murs porteurs, c'est certains codes qu'il faut adopter pour pouvoir aller dans le sens du manga. Après, c'est qu'à titre personnel. Nous, par exemple, quand on sélectionne un titre, étant donné qu'on édite également, des titres japonais, on a pour idée de on ne veut pas différencier un titre qui vient d'un autre pays d'un titre japonais. Du coup, pour nous, à la base, il faut déjà que le sens de lecture soit dans le sens de lecture japonais. Mais il y a d'autres éditeurs comme mes confrères qui, eux, le sens de lecture occidentale ne va pas déranger. Pareil, pour certains lecteurs, ça ne va pas leur déranger d'avoir un titre dans le sens de lecture occidentale. Outre les titres de ce catalogue, que ce soit Nazca ou H2T, on a également Kiun qui a sorti récemment un titre japonais. Qui est dans le sens de lecture occidentale. Donc ça montre bien que, pareil, du côté japonais, on peut faire l'inverse. Mais de mon point de vue, quand on adopte le format manga, il faut adopter quand même certains piliers, et le sens de lecture, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Après, je ne sais pas ce que mes confrères ont à dire, peut-être eux, leur point de vue est différent. Alors nous, pour le coup, donc, c'est un manga chinois, et on part sur l'idée qu'il est plus important de garder le sens de lecture original. Et pour le coup, en Chine, ça se lit de manière occidentale. Du coup, on a gardé le sens occidental. Et je pense que même au niveau de la création, pour moi, peut-être un peu plus logique de suivre son sens de lecture de base. Même si, en fait, je pense que c'est plus à l'envie de l'auteur de suivre comment lui, il sent que sa création va être le plus appréciée, le mieux lu, et où il peut se sentir le plus à l'aise au niveau de sa création, en fait. Si dans sa création, il sent que pour lui, faire un manga, c'est dans ce sens-là, et que c'est là que lui, dans son travail, et dans les lecteurs qu'il sent qu'il a envie dont les lecteurs, dont il sent
Oh, c'est compliqué cette phrase. Enfin, le public qu'il vise, voilà, ça sera plus simple. Le public qu'il vise sera bien plus attiré par ce sens de lecture-là. Je pense qu'il faut qu'il aille vraiment dans le sens de son envie et de la façon dont il sera le plus à l'aise, en fait. Nous, notre rôle en tant qu'éditeur, c'est de respecter la vision de l'auteur. Si l'auteur veut le sens de lecture occidentale, on va le respecter, on va le prendre. S'il veut faire le sens de lecture japonais, pareil. Mais après, l'avantage également d'être éditeur, c'est qu'on a le choix. Si par exemple, il y a un titre qui nous plaît, mais qu'on voit qu'il y a un sens de lecture occidentale et que pour les personnes comme moi, ça rebute un petit peu, bah, on va tout simplement pas l'éditer. Mais il faut bien respecter la vision de l'auteur. Et pour moi, c'est pas la bonne solution que de prendre un titre, effectivement, comme Todag, et de dire on va le sortir en France, mais il faut changer le sens, il faut le mettre en mode miroir, parce qu'en France, ils le lisent de droite à gauche. Ça, pour moi, non. C'est un manque de respect envers l'auteur, c'est un manque de respect envers l'œuvre. Mais après, il y a certaines bases qui dépendent de chaque auteur. Donc voilà. Je suis d'accord. Alors, c'est une question qui s'est posée en France dès que le marché du manga papier a commencé à exploser. Hein. On a vu certains titres publiés, effectivement, qui ont subi un effet miroir assez désastreux. Voilà. Quasiment tous, il me semble, Ouais. au début, Ouais. dans les débuts. Ouais, On ne se posait pas la question de tiens, on va garder le sens original. C'est devenu presque une blague comme le Club Dorothée avec les VF. Donc, Ouais, après, l'idée, c'était quand même d'habituer, en tout cas, le lectorat qui n'avait globalement que de la franco-belge. Enfin, même le comics n'était pas installé en France comme il est aujourd'hui. Donc, je pense que voilà, c'est des changements culturels qui prennent du temps. Et c'est pas si, moi, ça me choque pas tant que ça, encore une fois, d'y aller étape par étape. Mais en tout cas, pour le sens de lecture, je pense qu'il faut aussi contextualiser par rapport à la catégorie en fait, dans laquelle le manga s'inscrit. C'est-à-dire qu'effectivement, être sur un sens de lecture japonais pour du shonen, c'est quasiment une obligation. Surtout que voilà, le shonen aujourd'hui en France est perçu avec le côté très très neketsu. Pareil pour le shoujo, c'est assez réduit sur de la romance pure, alors qu'on voit très bien qu'au Japon, on peut viser un lectorat féminin. Parler de shoujo, de tranches de vie, sans qu'il n'y ait pas l'once d'une histoire d'amour à l'intérieur, on met le curseur sur d'autres aspects. Mais c'est important, voilà, si on veut faire du shonen, rester dans le sens japonais. Cela dit, les autres catégories peuvent aussi, pour moi, en tout cas, nous on a les deux sens. On se permet en tout cas d'écouter, de suivre l'auteur dans ses habitudes, parce que ils viennent pas tous du manga, il y en a qui faisaient de la BD avant, donc faut pas trop les traumatiser dans leurs habitudes, mais il y en a d'autres, s'il arrive et un auteur qui croit dur comme fer, qui est capable de faire du shonen, se mettre en sens japonais est une condition sine qua non. Si je peux me permettre, du coup, moi j'ai des petits exemples à vous montrer. Ça va pas être très très long. Alors attendez, où est notre souris? Ah oui, c'est bon, je la vois. Ok. Alors, tac. Alors, je ne sais pas si ça s'affiche en arrière. Ouais, on est bon. Ok. Youp. Donc là, on est sur un manga, donc sens de lecture japonais. Donc c'est réalisé par des Argentins. À l'origine, eux, ils faisaient de la BD et il a fallu travailler ensemble sur des détails de mise en scène qui font que la lecture doit avoir une certaine souplesse au niveau. L'œil va faire un mouvement et il faut que l'agencement des cases et des bulles n'aille pas contrer en fait ce sens de lecture. Je vois, merci. Donc lui, il est publié en sens japonais. À l'inverse, on a par exemple un shoujo qui s'appelle Deep Scar, qui lui est publié dans le sens occidental. C'est le premier titre de l'auteur et elle se sentait plus à l'aise comme ça. Rien de choquant pour nous, on le publiera dans le sens occidental. Là, on est pareil, donc le Josei, Euterpe, en sens occidental également. Donc il y a des volontés propres des auteurs et il peut arriver que nous, on est par exemple sur un shonen un peu mature, on est fatalement, obligatoirement sur un sens japonais. Et on précisera aussi avec des onomatopées japonaises. Là. Alors pour certains, oui, des onomatopées japonaises, je reviens en arrière, exactement. Ça fait partie des codes en question. Alors ce que je vous montre là n'est pas encore sortira le mois prochain. Je reviens faire un petit peu de pub, discrètement. Allez hop, comme ça. Là on est sur le titre Scarlet Soul, qui est publié dans le sens japonais. Là pour le coup, l'auteur, c'est un shoujo fantasy, mais l'auteur a toujours travaillé dans le sens japonais. Donc il n'y a pas eu à négocier sur ce point. C'était un petit exemple. Du coup,
pour toi, un shonen, s'il n'est pas dans le sens de lecture japonaise, n'est pas un shonen? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit juste que s'il se vend pas en France, c'est peut-être une explication. D'accord. Bon. Alors, Mais j'apprécie des shonen qui se lisent à droite, à gauche, ou même de haut en bas. Les webcomics, enfin, j'ai aucune limite là-dedans. C'est juste qu'il y a une réalité commerciale, et le lectorat français étant extrêmement exigeant, d'une part parce que on a une sensibilité accrue, et on est le deuxième marché mondial. Il y a des titres qui étaient publiés, en tout cas au sens occidental, et si l'expérience était à refaire pour certains de ces auteurs-là aujourd'hui, ils l'auraient peut-être fait différemment. Moi, je suis assez d'accord. La chose, c'est il ne faut pas trop pousser le lecteur à changer sa manière de lire trop souvent. C'est-à-dire que si d'abord on lui apprend à lire dans le sens de lecture japonais et que le titre d'après, on commence à lui dire bah non, il faut que tu reviennes au sens de lecture occidentale, des fois, surtout quand on est relativement jeune, ça peut être un peu trop brutal et la personne va vite abandonner. Donc il ne faut pas aller trop brusquement. Il y a 20 ans, c'était facile parce qu'effectivement, on ne connaissait pas forcément grand-chose au monde de l'édition japonaise. Et du coup, on pouvait proposer un sens de lecture occidentale parce que les gens venaient naturellement de la bande dessinée franco-belge. Mais il est vrai que plus les générations avancent, plus les lecteurs sont connaisseurs, ont envie de se rapprocher le plus possible de la version originale et leur dire bah, c'est pour votre bien si on change le sens de lecture constamment. Au bout d'un moment, ça va finir certainement par les agacer et commercialement, des fois, ça peut être néfaste. Donc, des fois, il vaut mieux être un peu prudent et ne pas trop changer les habitudes des lecteurs. Est-ce que c'est pas une habitude justement faite par les éditeurs de proposer toujours dans ce sens-là de lecture ou d'habituer les auteurs à faire dans ce sens-là, qui ont poussé les lecteurs à être habitués à ça, mais on est tous lecteurs en France à lire de gauche à droite de base, donc on les a habitués à lire de droite à gauche, mais je pense pas que ça soit un vrai problème de reprendre le sens de lecture dont on a l'habitude en fait. Ça dépend. Au niveau cognitif, des fois, ça peut poser certains problèmes. Autant pour du texte, on a remarqué qu'au niveau cognitif, on pouvait rapidement switcher. Autant dès qu'il y a des cases et des images, cela devient un peu plus complexe. Donc on peut le faire facilement, mais ça prend plus de temps en fait. Et effectivement, je ne veux pas dire qu'on est en partie fautif, mais notre volonté justement de se rapprocher de plus en plus du format original a fait que les gens se sont habitués justement à ce type de format-là. Pas uniquement le sens de lecture, mais au format vraiment du manga. Et du coup, aujourd'hui, leur proposer autre chose, par exemple, si on leur propose un manga dans un format de comics ou dans un format de bande dessinée, on peut être sûr que cela ne fonctionnera pas parce que voilà, c'est nous qui avons guidé petit à petit les lecteurs vers l'œuvre originale et à quoi elle ressemblait. Et c'est comme si tu donnais une sucette à un enfant et qu'ensuite, juste la minute d'après, tu lui enlèves et tu lui donnes quelque chose d'autre, une asperge ou quelque chose de... Voilà. L'enfant, à un moment donné, il va dire non. Ça sera toujours sucré, c'est voilà. cool. Alors du coup, c'est vrai que là, c'est les aspects un petit peu marketing. On le voit souvent chez les éditeurs, c'est qu'ils décident de toute façon, alors vous êtes éditeur, vous le savez, mais même pour ceux qui lisent purement du japonais, de prendre la décision d'éditer un titre japonais dans un sens occidental, simplement pour toucher un autre public, ce qui montre bien que le sens de lecture, finalement, est associé à certains types de lectorat. Le lectorat, on va dire... plus habitué, dont vous faites tous partie, pour le sens japonais, et pour l'occidental, on va essayer de toucher autrement d'autres personnes. Juste pour quitter légèrement le marketing, j'avais une question un peu plus, on va dire, éditoriale. Alors, je te mets à part. On va regarder d'abord eux deux. Parce qu'ils sont tout nouveaux. Je vais vous laisser. Non, alors, vous commencez quelque part, vous êtes assez jeune dans le monde de l'édition, et vous avez décidé donc d'éditer des auteurs qui n'étaient pas japonais. Alors, non, petite précision. Vas-y. Voilà, nous, en l'occurrence, il faut savoir que notre titre qui vient de sortir il y a un mois, il est japonais. Donc, en fait, on sort beaucoup de titres japonais, mais... j'ai pas dit que... Pardon. Je me suis mal exprimée. Voilà. Il y a des titres des auteurs non japonais dans votre catalogue. Et par conséquent, la question, c'est quand on commence dans l'édition, est-ce que c'est un passage obligé parce que c'est compliqué d'avoir tout de suite, on va dire, l'accréditation pour avoir des auteurs japonais, ou est-ce que c'était un vrai choix de votre part? Est-ce que c'était vraiment une question éditoriale de dire, nous, on ne va pas regarder forcément la nationalité et on va éditer un peu ce qu'on aime avant tout. Alors,
J'espère que c'est bien sûr le premier choix. Mais voilà, est-ce que c'est un passage obligé quand on commence dans l'édition, histoire de commencer à être bankable ? Alors le premier choix, c'était le passage obligé. Donc je ne sais pas si c'était vraiment ce que tu voulais dire. Je crois que c'était plutôt le deuxième choix que tu souhaiterais entendre. En fait, est-ce que tous ceux qui commenceraient dans l'édition, quelque part, n'ont pas le choix que d'éditer aussi des auteurs non japonais ? Parce que ça demande trop d'argent d'un coup et on sait que la confiance des Japonais est somme toute s'acquiert au fil du temps et qu'il faut leur montrer patte blanche. Par conséquent, est-ce que c'est obligé de commencer à faire du global manga quand on veut commencer une maison d'édition ? Si on commence vraiment de zéro, sans connaissance, sans contact au Japon et avec de l'argent limité. Alors moi, j'ai pas encore eu de contact avec les Japonais parce que dans le principe, on est parti du coup. Comme tu disais, en fait, c'est pleinement notre volonté de partir sur autre chose. Donc nous, pour le moment, on n'a pas encore eu cette question de problématique de est-ce qu'il faut qu'on ait un titre avant pour les Japonais. Mais je pense pas que ce soit nécessaire. Je pense qu'il faut, de toute manière, de ce que j'ai discuté avec Château, c'était important de toute manière d'avoir un titre japonais pour pouvoir après aller voir de plus grosses maisons d'édition d'ayant droit japonais par la suite. Donc en fait, le fait de publier quelque chose qui n'est pas japonais aide un petit peu, mais pas forcément particulièrement pour contacter des grands ayants droit japonais, pour avoir des vrais titres japonais, etc. Et du coup, pour la question de est-ce que nous on se base vraiment sur des titres qu'on aime, et du coup, peu importe d'où il vient, on est en train de discuter avec des Coréens, des Chinois, des Japonais. Donc ça sera vraiment n'importe quel pays, ça pourrait même être français, à partir du moment que le titre nous plaît et nous plaît en fait, tout simplement, juste qu'il nous plaise. On essayera de le faire. Je crois qu'il a répondu pour moi. Ça me va. Non, en l'occurrence, on a la même vision. Il faut savoir, je vais donner un exemple assez simple. On connaît tous Kyun, qui aujourd'hui est l'un des plus gros éditeurs de manga en France. Il faut savoir qu'ils sont indépendants. Et quand ils ont commencé au tout début, eux, effectivement, ils cherchaient des titres japonais, mais ils ne sont pas forcément passés par des maisons d'édition japonaises. Ils sont allés directement les chercher là-bas. Donc, si on a vraiment envie de commencer par un titre japonais, c'est simple. On fait un voyage au Japon et on commence à démarcher des auteurs japonais pour avoir des titres japonais. Nous, en l'occurrence, lorsqu'on a commencé, moi en tant que lecteur, lorsqu'on a démarré vraiment les éditions Chato, on avait une longue liste avec des titres. Il y avait des titres japonais, il y avait des titres effectivement d'autres nationalités, mais on le savait pas parce qu'en l'occurrence, moi, quand je fais mes titres, c'est parce que j'ai lu un petit peu auparavant et je fais ce titre me plaît bien. Et c'est en général juste à la fin que je suis au courant. Pour donner un exemple, voilà, notre premier titre, Carsifona, qui est sorti, je ne savais pas qu'il était canadien jusqu'au moment où on a signé le contrat et que sur le contrat, j'ai vu l'adresse de Chilin, qui est l'auteur du titre, et que j'ai remarqué qu'elle était quasiment voisin avec la maison de ma grand-mère. Voilà. Et ça je l'ai découvert après avoir signé le contrat. Mais c'est vrai qu'au moment où tu découvres le titre, tu ne sais pas forcément que c'est étranger et tout ça. Tu dis, bon, j'ai envie d'un titre qui me plaît. Donc on fait forcément les démarches nécessaires. Nous, lorsqu'on a commencé, il y avait 4 titres qu'on voulait pour démarrer. Et je crois qu'il y en avait 2 qui étaient japonais et il y en avait 2 qui étaient d'autres pays. Et il s'avère que les négociations, effectivement, des fois pour les titres japonais, quand on passe par des éditeurs japonais, est beaucoup plus long que qu'avec des auteurs un peu étrangers. Donc, on a eu la chance d'avoir effectivement Carsifona et ça a été le premier entre guillemets qui s'est soldé par un contrat. Mais même ça a pris 3 mois. Bon, les Japonais, ça prend un an et demi des fois pour avoir un titre et c'est relativement compliqué. Mais après, je crois, dans notre volonté, en tout cas, dès le départ, c'était on veut des mangas qui nous plaisent. Après, la nationalité, on le regarde tout de suite après. Je vais donner un exemple très récent. Par exemple, je me suis rendu au Festival de la bande dessinée d'Angoulême récemment et j'ai découvert des BD qui venaient par exemple de Hong Kong. Et quand je les ai vus, j'ai vu des mangas. J'ai pas vu en gros écrit Hong Kong. J'ai juste vu quelque chose au loin. J'ai dit ça c'est génial, j'aime bien et tout ça. C'est du school life, moi j'adore ça. Donc je suis allé voir, j'ai commencé à feuilleter. J'ai dit c'est très bien. Et d'un seul coup après ils m'ont expliqué que c'était le pavillon de Hong Kong et qui faisait la promotion effectivement des mangas hongkongais. Et là à ce moment-là, mon premier réflexe n'a pas été
non, c'est pas japonais, j'aime pas. Bon, je laisse. Mon premier réflexe c'était est-ce qu'on peut en savoir plus sur comment vous fonctionnez? Donc voilà, vraiment, nous, notre volonté, c'est avant tout de voir les titres, et après, on regarde la nationalité. Mais même dans notre manière de vendre nos titres, il n'y a pas derrière de côté regardez, c'est un manga qui vient de tel pays, ou regardez, c'est un manga qui vient de cela. On vend le manga, on dit voilà, c'est un manga, c'est bon. Je t'en prie. Alors, juste un petit truc, juste pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, il y a le côté est-ce qu'on n'a pas vocation d'abord à faire du global pour ensuite approcher et gagner en crédibilité aux yeux des grands éditeurs japonais? On va savoir que donc pour rebondir sur l'exemple de Kiun, c'est vrai que quand Kiun s'est lancé en 2004, le Japon ne voyait pas spécialement la France comme un marché de dingo. C'est-à-dire, ok, d'accord, les mecs, ils achètent des mangas, tant mieux, ils n'en achètent pas. Ça ne nous empêche pas de dormir. Je trouve qu'aujourd'hui, les choses ont un petit peu changé. Et ce qui était obligatoire, en tout cas à l'époque, et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire passer par des sociétés qui s'occupent, en tout cas des agences qui s'occupent de négocier les droits pour les éditeurs japonais. Il y a des structures beaucoup plus petites qui, aujourd'hui, arrivent à négocier directement avec des éditeurs internationaux. Ce n'est plus aussi... on peut traiter directement avec un éditeur parce que... se payer une agence pour négocier les droits aussi, c'est quelque chose d'assez coûteux. Et ce n'est pas tous les éditeurs japonais qui peuvent le faire. Nous, on pense aux principaux, mais en fait, il y a quasiment autant de maisons d'édition que de japonais, finalement, quand on regarde de près. Donc voilà, mais alors, nous, pour le coup, on n'est pas du tout dans ce secteur-là, parce qu'on ne fait pas de licence. On fait que de la créa. Donc on a une latitude qui fait qu'on ne rentre absolument pas dans ce champ-là. Mais j'ai quand même, moi, le sentiment que... pour avoir discuté en tout cas avec certains éditeurs japonais, ils ont quand même besoin de voir une substance tangible. C'est ce côté, votre première expérience. Et le Global Manga, en tout cas, apporte une très bonne entrée en matière, en tout cas pour eux, pour avoir matière à juger le travail d'un futur partenaire potentiel. Mais par contre, ils attendent toujours que tu édites un manga japonais avant de véritablement commencer. Oui, ça, je peux te le confirmer. En général, les Japonais, effectivement, ils veulent d'abord voir la qualité des mangas que tu fais. Donc dans la conception, dans la fabrication, mais ils attendent également de voir comment tu adaptes un manga japonais directement dans la langue natale, donc en français ici en l'occurrence. Donc ça reste une contrainte énorme, mais effectivement il y a plein de petites maisons d'édition japonaises indépendantes qui eux ne vont pas forcément passer par des agences et qui vont pas te faire 48 heures de garde à vue pour essayer de voir si les comptes sont bons et si tu es capable d'être un bon partenaire. Donc, si on veut vraiment faire du titre japonais, il y a toujours moyen de le faire, peu importe. Alors du coup, on a vu, on a parlé pas mal de titres. C'est vrai que aujourd'hui, parce que les Global Manga, ça a commencé. Alors, j'ai pas retrouvé les tout premiers, moi, mais mon premier que j'ai acheté, ça doit être Pink Diary chez Delcourt par Jenny. Mais il y en a eu tant et tant d'autres depuis. Et on voit bien qu'on a même eu de très grands succès. Je pense notamment à Dreamland de Renaud Lemaire chez Pika. Et le tout dernier, plus gros succès que l'on connaisse, c'est Radiant. Finalement, aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on édite du manga qui ressemble à des Japonais en France, mais aussi au Japon. On se rend compte qu'il y a des auteurs français qui partent au Japon pour faire du manga également. Enfin, finalement, tous les codes sont en train de se mélanger et toutes les nationalités, quelque part, on est en train de complètement les oublier. Et ça, c'est une bonne chose. Je vois que dans les récentes, nos récents maisons d'édition qui viennent d'arriver ne se posent plus trop cette question. Et personnellement, j'en suis vraiment très contente parce que ça permet d'apporter de la diversité. De ton côté, H2T, vous avez commencé tout de suite en disant nous, on va faire. Alors, vous n'êtes pas dit du global manga, puisqu'on avait dit qu'on n'aimait pas trop cette expression, mais toutes les origines, peu importe. Et là, on a vu les titres. Enfin, quand on les voit, je ne sais pas si vous avez bien regardé, mais non, on ne se dit pas. Alors, ça vient du Japon ou pas. Enfin, même moi qui ai un œil relativement aguerri par quelques années de manga pratiqué, je me suis dit. Ah oui, en fait, il y en a quand même. Alors j'en ai fait un il y a très 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 longtemps. Et pareil, on s'était dit tiens, on va tenter le coup de faire un manga qui ressemble parfaitement à un manga japonais avec tous les codes japonais. Et effectivement, quand on l'a montré aux gens, personne n'a jamais su que c'était français. Donc comme quoi, on peut cette idée-là et l'idée de même dire global manga, comme on disait au début, finalement, on fait tous du manga. Et alors H2T, juste question un petit peu marketing. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que les gens voient l'édition H2T différemment des autres éditions? Est-ce qu'on se dit ils font pas trop du manga? Mais si. Est-ce que déjà, d'un point de vue marketing, on approche les gens différemment?
Alors, sur la ligne éditoriale, pas véritablement. Nous, notre volonté, encore une fois, c'est de segmenter, de fragmenter le moins possible. Dans la façon de travailler, le message qu'on fait passer un peu à nos auteurs, c'est vous voulez faire du manga, d'accord, le manga, ça se fait pas à la carte. C'est pas genre je fais ça le dimanche après-midi quand j'ai du temps, parce que voilà, moi j'ai envie de me passer du noir et blanc, où j'ai pas vocation à travailler mon ancrage particulier, parce que mon style, tu vois, c'est plutôt genre le côté sketch, le côté whip, machin. Donc on essaye en tout cas de dire non, bah, si tu veux faire du manga, essaye en tout cas de le faire comme en tout cas eux l'ont conçu au départ. Après évidemment, le temps de traverser 9000 km, il y a des choses qui se perdent en cours de route, et tant mieux. Mais et d'un point de vue marketing, non, on présente en tout cas le catalogue comme du catalogue manga.bar. Ensuite, il y a pour la maison d'édition en tant que telle, il y a évidemment, comme on est une nouvelle maison d'édition encore, on a que 3 ans, il y a encore le côté un peu... il y a toujours une présentation, en tout cas, de notre travail. Et ensuite, non, on considère que les lecteurs jugeront seuls du contenu, de la forme et du fond. Donc il n'y a pas de pédagogie particulière outre mesure. On n'a pas besoin de batailler pour expliquer aux gens non mais ne jugez pas mal ce qu'on fait. Ça c'est pas caca. C'est un manga, et justement pour des questions de diversité que tu soulevais tout à l'heure, il y a une curiosité, une appétence, et sans ça je pense qu'on se serait pas lancé. Alors avant de passer aux questions qui éventuellement, j'allais dire les auditeurs, j'ai trop l'habitude du podcast, le public aurait, j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que, alors, vous auriez ou vous envisagez d'avoir des candidatures spontanées d'auteurs qui viendraient vous voir en disant bah voilà, voici ce que moi je fais, à la manière qu'on aurait, je pense qu'il y a beaucoup, on le voit avec les fanzines, de Français qui se lancent dans la création de mangas, d'œuvres manga. Est-ce que vous attendez, vous, à en recevoir par le courrier en disant, en tentant, qui tentent leur chance, en disant bah, voilà ce que je fais, est-ce que ça vous dirait de méditer? Ou est-ce que c'est déjà arrivé? Et est-ce que vous attendez à ce que ça arrive? Moi, je vais vite passer la parole parce que nous, c'est que ça. Donc, oui, on reçoit, comme on fait que de la créa, on reçoit environ une quinzaine de dossiers par mois environ. Et puis ça, à côté, on a un côté chercheur de cochon truffier. Voilà. Donc il y a la partie gourmet et la partie cochon truffier. Donc on fait les deux, on reçoit des dossiers et puis on va en chercher. Mais c'est le cœur du métier. Après, comme on fait pas de licence, c'est normal, mais du coup c'est plutôt que ça s'adresse. Ouais, j'ai commencé. Pour le coup, nous, on en a déjà reçu également. Une bonne dizaine, je dirais. Et ça nous intéresse, en fait. La question, c'est de, voilà, comme un cochon truffier, c'est ça. Trouver les petites pépites qui se cachent parmi tout ça. Comme on n'a pas envie de faire que du japonais et qu'on veut aller sur des titres qu'on aime, si quelqu'un arrive à nous faire aimer son titre, ce serait avec grand plaisir qu'on le fera. Et je sais que s'il y a des titres qui peuvent plaire, je pourrais les envoyer vers H2T aussi. C'est sympa. Alors, pour rebondir sur ça, moi j'ai déjà envoyé 2 artistes vers H2T en leur disant qu'ils seraient peut-être un peu mieux pour les guider que nous. Mais effectivement, on en reçoit en général 3-4 par mois. Si tu en enlèves, si tu gardes que les dossiers d'édition sérieux, il y en a à peu près 2 par mois qui arrivent. Et en l'occurrence, nous, c'est un peu complexe parce que quand on est une jeune maison d'édition, effectivement, faire de la créa, il faut avoir quand même un minimum de connaissances. Donc, Mahmoud est certainement bien plus compétent que moi à ce niveau-là. Et se lancer dans... Je sais que beaucoup de gros éditeurs ont énormément de mal avec la création originale parce que effectivement, c'est un coût financier. Il faut avoir les connaissances, il faut savoir gérer justement un artiste. Et du coup, nous, en l'occurrence, si un jour il y a véritablement une pépite qui apparaît, à ce moment-là, peut-être on commencera à se dire bon, on va prendre le risque et tout ça. Mais en attendant, moi, je préfère rediriger soit les artistes vers d'autres maisons d'édition qui seront plus à même de pouvoir les guider dans la création, ou alors moi, quand un artiste me plaît, c'est en l'occurrence qu'il a déjà fait un petit peu ses preuves et qu'il a déjà sorti un premier tome. Là, à ce moment-là, moi, ça me permet de voir véritablement le travail accompli. Que ce soit dans la mise en scène, que ce soit dans le tramage, que ce soit dans s'il a une véritable vision pour son histoire. Et là, à ce moment-là, c'est moi qui le contacte. Mais en général, le contraire, c'est-à-dire recevoir un dossier d'édition et dire « Oh, ça c'est génial, on va l'éditer », pour le moment, on n'est
pas forcément les plus à même de pouvoir le faire, car ça apporterait trop de risques financiers. Et à moins vraiment que ça soit quelque chose qui soit extraordinaire, pour le moment, on préfère dire aux personnes qui ont un bon dossier d'édition, soit vous allez voir chez des personnes qui seront à mieux de vous répondre à vos besoins, soit malheureusement, on est désolé, mais pour le moment, on fait pas de création originale. Peut-être ça viendra, mais voilà. Donc, c'est pas prévu pour le moment. On ne sait pas à l'avenir. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais on a aussi le problème d'avoir aussi beaucoup de propositions qui sont très peu avancées, très peu développées, et qui sont vraiment en mode j'ai cette idée-là, est-ce que vous pouvez me payer pour le faire ? Et du coup, voilà, c'est le genre de propositions un peu compliquées à... Alors, je vais te dire un truc. Nous, quand on a créé la maison d'édition, il y avait quelque chose qui était très important. Il faut savoir que moi, j'ai fait partie de ces personnes-là qui, à 14 ans, ont envoyé un dessin vraiment tout pourri à une jeune maison d'édition à l'époque qui s'appelait Kurokawa, à un certain Grégoire Hello, en leur disant « Bon, moi j'ai dessiné un pseudo-personnage qui ressemble à Yu-Gi-Oh!, qui ressemble à un personnage de Yu-Gi-Oh! Avec 3 phrases à côté en disant « Je veux devenir mangaka ». Voilà, j'ai jamais eu de réponse. Du coup, je me suis promis que à partir du moment où on aurait une maison d'édition, même, on va dire, la personne qui a 12 ans et qui m'envoie soit juste un message, soit un dessin et qui me dit « Voilà, j'aimerais devenir mangaka », on va lui répondre. On va pas lui dire « Ton dessin, il est complètement nul, il faut que tu abandonnes ». Au contraire, nous, on va plutôt le pousser à essayer de comprendre les codes du manga en lui disant « Voilà, il faut que tu comprennes tous les codes qui font qu'un manga est un manga et pas une simple illustration ». Et si tu t'améliores dans ces secteurs-là, peut-être à ce moment-là, tu pourras vraiment t'améliorer. On a le cas, je veux dire, Chilling Wong, avant de faire des illustrations pour Riot Games, avant de créer Carsifona et tout ça, il faut savoir que le premier tome de Carsifona, il a commencé à être dessiné en 2015. Elle était relativement jeune. Et on voit la différence graphique entre le tome 1 et le tome 2. On voit le passage entre, je suis en construction, je me développe et il y a des personnes qui m'ont soutenu, j'ai pu m'améliorer et aujourd'hui je suis enfin capable de faire quelque chose de vraiment bien, vraiment correct. Donc on reçoit beaucoup de messages comme ça. Mais moi je suis plus dans l'optique de on va essayer de les encourager du mieux qu'on peut. Par contre, c'est sûr que s'ils demandent directement un SMIC pour le truc, là tu peux pas forcément lui répondre gentiment en disant non, je sais pas. Non, mais je pense que c'est important de répondre à chaque message. C'est quelque chose qu'on prend, même si c'est très peu développé, on prend le temps de répondre à tous les messages, essayer de donner une vraie explication de pourquoi on le prend pas aussi, et d'essayer de lui donner des conseils, parce que voilà, je pense que c'est quand même important de répondre à tout ce qu'on nous envoie. Mais sinon, il y a énormément de potentiel dans les artistes français et européens. On le voit avec la nouvelle génération. À HDT, on est la preuve vivante. On a des titres comme Anano Bref que je trouve extraordinaires. Et voilà, ce sont des artistes français qui étaient là. Donc la nouvelle génération vraiment commence petit à petit à comprendre tous les codes des mangas, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Comme je le disais, ils créaient beaucoup d'hybrides. Et souvent, même dans mes messages, lorsque je reçois des dossiers d'édition, je leur dis, malheureusement, ils ne respectent pas forcément les codes, ce que j'appelle les codes du manga, mais ça ressemble plus à un hybride entre un comics américain et un manga. Et le problème, c'est que voilà, aujourd'hui, la nouvelle génération s'améliore, elle commence à comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut respecter. Et du coup, des titres de qualité, on en voit de plus en plus. Et je me dis, d'ici 10 ans, même les grands éditeurs, bientôt, ils n'auront même plus besoin forcément d'aller au Japon, puisqu'on aura déjà un ensemble d'artistes ici en France qui est capable de sortir des produits de qualité. Et je pense que Radiant n'en est vraiment que le premier exemple. Et il y en a plein d'autres qui nous attendent. Et je pense que vous avez tout à fait l'occasion à Jonetsu d'aller voir tous les fanzines qui sont présents et qui, je pense, déjà démontrent d'une énorme qualité. Et je ne dis pas ça parce que j'ai tous les copains là-bas. On va passer aux questions. Est-ce qu'il y aurait éventuellement oui, il y en a. Bonjour. Merci pour la conférence. Moi, j'aimerais savoir comment ça se passe avec l'auteur dans la création originale. Est-ce que l'auteur vous sort ses planches chaque semaine et vous dites oui, ça va pas au niveau de l'histoire, il faut améliorer les dessins, ou alors c'est dès que l'auteur a fini son manga à la fin de l'année, vous l'envoie tout? Surtout pas. Je vais essayer de résumer en 1 minute le travail d'une année, d'accord ? Non, ne jamais laisser l'auteur seul dans son coin. C'est vraiment le délire dans la vie. C'est être tout le temps sur son dos et c'est pas pour l'emmerder. C'est vraiment parce que il n'y a pas de rapport. C'est pas une commande qu'on passe. C'est pas je te demande de faire ça, puis rendez-vous dans 10 mois pour la remise du boulot. Il n'y a pas d'examen à la fin.
Et il n'y a pas surtout de relation hiérarchique. L'auteur n'est pas le subordonné de l'éditeur et l'éditeur n'est en aucun cas l'employeur. C'est un travail qui se fait main dans la main. Et ce n'est pas des projets clés en main qu'on nous remet. Donc en gros, de manière très très simple, en gros, on discute de l'histoire dès le début. Quand on reçoit un projet qui nous intéresse, en gros, l'histoire est validée dans les grands axes. Après, évidemment, on va la travailler aussi de sorte à ce qu'elle soit, dans sa narration, éditable et publiable véritablement. Et là, on est encore sur une partie purement, entre guillemets, non dessinée. Et après, on établit une longueur, une tomaison. On voit si ça prend 2, 3, 4 tomes. Après, on divise à l'intérieur. Et dans chaque tome, il y a des chapitres. On divise ce qui se passe dans On doit savoir, en gros, avant de commencer à travailler les dessins, savoir ce qui se passe. Chez nous, en tout cas, chez HDT, ce qui se passe dans chacun des chapitres. Une fois que c'est fait, ça c'est joué en contrat. Le contrat est signé. On attaque les storyboards. Storyboard arrive chapitre par chapitre, ils sont validés. Et quand c'est validé, hop, ça passe à l'ancrage, c'est ancré, tramé, ça revient, c'est revalidé, etc. Donc c'est un ping-pong qui va durer pendant toute la durée du tome. Et puis à la fin, on a suffi. Alors après, on prépublie pendant ce temps-là. Donc l'idée, c'est que l'auteur n'est pas dans son coin. Dans notre cas, nous, on a une plateforme qui sert à montrer les travaux et aussi à pouvoir suivre les projets chapitre par chapitre. Donc ça permet aussi à l'auteur de gagner un petit peu de sous-sous pendant le développement. Et à la fin, quand on a ces chapitres, on relit. Mais l'auteur n'est jamais tout seul dans son coin. Il y avait encore une question, je crois, devant. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si en fait, la distinction entre global manga et manga japonais, en fait, ça serait plus une distinction entre manga de cession de droit et manga de création, du coup. On ferait mieux de faire cette distinction-là plutôt qu'une autre. Alors oui et non. Typiquement, il y a des global mangas qui se... c'est marrant, des global, c'est quand même moche à dire, mais bon, c'est pas grave. Je vais pas dire des globaux, parce que c'est horrible. Il y a des mangas internationaux, en tout cas non japonais, qui peuvent se licencier aussi, heureusement. Par exemple, il y a des titres... il y a des titres qui ont des parcours un peu particuliers. On a commencé la conférence, enfin la table ronde tu as commencé en parlant de Tokyopop. Ouais. Donc un titre comme Vampire Kisses par exemple, qui est un global fait par Tokyopop, qui s'est retrouvé édité au Japon, qui a été licencié là-bas et qui a été relicencié en France chez Soleil. Un truc un peu. Donc voilà, la particularité du global, c'est que de prime abord, on comprend que c'est pas fait au Japon, mais ça n'entraîne pas nécessairement la notion de créa, si tu veux. Donc on peut très bien avoir du licensing. Exactement comme on le voit entre maisons d'édition non japonaises, ça se fait très bien. Nous, par exemple, on a Deep Scar qui est publié en Italie. Ça reste du global européen. Alors là, c'est un peu comme un retour aux sources. C'est un peu ce qu'expliquait... alors, toute proportion gardée, avec toute la modestie dont je peux faire preuve, c'est un peu ce qu'expliquait Ahmed hier. Il disait, voilà, eux, ils font de la créa japonaise avec des auteurs japonais et japonaises, et ils se retrouvent du coup à réexporter ces titres vers le Japon. Est-ce que c'est considéré comme du global ? À mon sens, complètement. Un auteur japonais publié par Kiyun en France, pour moi, ça rentre parfaitement dans le global, parce que la notion de globalisation, on dit mondialisation, mais c'est un mot qui est un peu tabou, mais en tout cas de globalisation prend tout son sens à ce moment-là. Et le licensing se fait aussi dans le global. Et pour finir, Kiyun a également fait des créations japonaises qui n'étaient pas... Alors, c'était des semi-licences, puisque c'était des créations qui étaient déjà existantes, mais avec un surplus créé pour Kiyun, pour l'édition française. Donc, on est vraiment, aujourd'hui, si c'était le cas avant, aujourd'hui, on est en train de tout mélanger, et c'est pas plus mal. Est-ce qu'il y avait une autre question ? Oh là là. Vous n'avez pas faim, quoi. On va dire c'est parce que les autres étaient en retard. Bonjour, merci pour votre conférence. Je voulais vous demander comment vous faites pour justement vendre vos mangas en France. Est-ce que vous avez de la publicité, des contacts avec des libraires en France ? Est-ce qu'on va avoir vos mangas partout sur le territoire ? Alors, je crois que je vais répondre pour mes camarades. En l'occurrence, il s'avère qu'on a tous des distributeurs. Donc, vous pouvez déjà trouver nos mangas un peu partout, dans les Fnac, dans les Cultura,
Il n'y a que dans les grandes surfaces pour le moment qu'on ne les trouve pas, parce que forcément, il n'y a que les gros mangas qui fonctionnent. Mais en l'occurrence, vous pouvez déjà nous trouver partout. Après, en ce qui concerne le marketing, ça dépend de pas mal de choses. Ça dépend de la ligne éditoriale. Nous, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos mangas, on les vend comme des mangas. À aucun moment, nos lecteurs ont su que Carsifona était un global manga. On l'a vendu comme tel, et encore aujourd'hui, les personnes, quand ils regardent ça, ils voient juste un manga. Quand ils le regardent en librairie, voilà. Je crois que le seul moment où les lecteurs tiquent véritablement, c'est après avoir lu le titre. Souvent, ils reviennent à la couverture et ils regardent le nom de l'auteur, et là, à ce moment-là, ils commencent à se dire c'est pas japonais, ça vient d'où? Voilà. Donc, au niveau marketing, c'est un choix éditorial. Je vais vous donner d'autres exemples, parce que nous, on n'est pas les seuls à faire ça. On a des titres chez Kana, comme Chrono Rulers, qui est chinois et qui a été vendu comme un manga. On a des titres également chez d'autres éditeurs qui viennent d'autres pays, mais qui ont été vendus comme des mangas. Et finalement, en fait, ce qui va créer la distinction et ce qui va créer le terme global manga, ce n'est qu'une volonté éditoriale et marketing. C'est une personne, si à un moment donné, elle voit que ça a une plus-value de dire qu'un manga n'est pas forcément japonais, elle va le faire. Mais en l'occurrence, au niveau marketing, quand on vend un manga, on vend avant tout une œuvre. On ne vend pas un pays. Donc ce choix-là est fait en fonction des titres, il est fait en fonction de la volonté propre des équipes de communication, mais c'est sûr que dans mon cas, et je crois que Nazca et H2T seront d'accord avec moi, en l'occurrence, nous, avant tout, en tant qu'éditeur, on est là pour vendre une œuvre. On n'est pas là pour vendre un pays, pour vendre une origine, pour vendre un global manga. Et après, c'est au lecteur de faire le choix. Si à un moment donné, il veut pas le titre parce que c'est pas japonais, peut-être il rate l'occasion de découvrir un magnifique titre. Mais si, en l'occurrence, il est véritablement fan de manga, à ce moment-là, il s'en fichera complètement de l'origine. Je pense que tu as bien parlé pour nous trois. Il reste une question. Oui, il y avait une question. Et du coup, ça va être la dernière question. Après, on va s'arrêter ici. De la seule personne qui a du jaune dans cette salle. C'est ça, c'est pour qu'on me voit sur la VOD. Mais oui, en alors fait. là, c'est impec. Sur une note justement un peu plus légère, vous parliez des dossiers que vous receviez. Au niveau, du coup, quel est le minimum que vous attendez à ce niveau-là pour un petit conseil pour les auteurs de manière générale, les dossiers pour les créations originales? Alors, quand tu dis le minimum, c'est le minimum en termes de contenu ou de qualité? Alors là encore, le terme de qualité est hyper subjectif. Donc, alors, on essaie de pas trop en demander. Enfin, moi, typiquement, un dossier d'édition où il y a une bible épaisse comme ça, je peux pas, en fait. Parce que j'ai déjà reçu des dossiers où l'univers était hyper riche, super bien étoffé, et j'avais déjà même il y a eu 3 alphabets qui avaient été inventés avec des langues, des races et des machins. Magnifique. Franchement, le truc super. Mais voilà, moi, j'arrivais pas à imaginer comment est-ce qu'on pouvait générer une BD là-dedans. Il y a des univers, il y a une question de distance en fait. Moi, je considère qu'il y a une question de distance. Quand tu réalises un film, il y a des acteurs qui réalisent leur propre film. Moi, je suis plutôt partisan des réalisateurs qui savent rester derrière la caméra et qui ont une distance par rapport à ce qu'ils ont devant la caméra. Ça leur permet d'émotionnellement être capable de se détacher du contenu. Et moi, en tout cas, dans les dossiers qu'on reçoit, on essaie de percevoir cette distance-là. Se dire, je propose une histoire et on a besoin de sentir qu'elle peut évoluer dans tous les sens possibles. Ce qui doit arriver sans avoir d'affect, en fait. Et ça peut être résumé en 3 pages. Une page pour le synopsis, c'est quelques lignes. Quelques planches ancrées, finalisées. Surtout pas de work in progress, c'est vraiment le truc qui me gave. Et surtout le côté... laisser une part d'inconnu. C'est pas genre être le fric control en disant « Waouh, ouais, non, moi je sais exactement combien de tomes, combien de pages par tome, etc. » Donc on peut avoir une page un peu plus sur l'univers si on veut, sur les persos, d'accord. Mais en termes... Ça c'est pour le contenu. Et la forme. Mais sur le fond, on a tendance à dire à nos auteurs, enfin aux futurs auteurs, de regarder ce qui se fait chez nous. Et en toute objectivité, c'est pour ça que je parlais de distance, en toute objectivité, quand un artiste envoie un dossier, il faut qu'à ce moment-là, il se pose la question intimement et qu'il soit parfaitement persuadé d'être au niveau de ce qui est déjà publié. Tu te dis, moi, ce que je vais envoyer comme dessin,
ça vaut largement ce qu'ils ont déjà. Bim. Ou alors, ouais, non, c'est le dessin de mon petit frère, mais sur un malentendu, ça peut passer, tu vois. Non, dans ce cas-là, il n'y a pas de malentendu. Je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Après, Nazca, parce que moi, je suis le mec le plus chiant, donc je répondrai à la fin. D'accord. Pour ma part, du coup, comme nous, on n'a pas encore eu l'occasion d'avoir vraiment de publier un manga de création, c'est vrai qu'on financièrement, c'est un coût assez élevé, et nous, on préférerait avoir quelque chose qui est peut-être un peu plus développé qu'un synopsis et un début d'histoire. Peut-être quelques chapitres déjà de fait ou quelque chose, et après peut-être le retravailler. Mais c'est vraiment pour le moment une question un peu compliquée pour nous, vu que je ne saurais pas comment l'expliquer, mais ce serait plus vraiment quelque chose qui va nous taper dans l'œil, qui sera mis en avant en fait. Et ça va dépendre du travail, de plein de choses. Voilà. Moi, ce qui est bien, c'est que grâce aux deux réponses différentes, je vais pouvoir faire la mienne, puisqu'en réalité, c'est un mélange des deux. Il faut savoir que, effectivement, on était tous un peu lecteurs avant d'être éditeurs, et on l'est toujours. Mais moi, j'étais un véritable otaku. Donc, en l'occurrence, il faut savoir que malgré le fait qu'aujourd'hui, je sois éditeur, je le suis toujours, un otaku. Et je suis un peu, on va dire, le cul coincé entre deux chaises, c'est-à-dire entre mon rôle d'éditeur et ma vision d'otaku. Donc, d'un côté, je suis comme Nazca, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait déjà un contenu qui soit créé. Il ne faut pas qu'on me survende avec 10 pages, un alphabet, parce que j'ai déjà reçu également le cas d'un univers qui était hyper développé. Ils avaient même fait des choses un peu cross-média, en mode on peut faire un animé, telle chose. Non, quand on survend la chose, déjà ça te refroidit dès le départ, donc il ne faut pas en faire trop, mais il faut déjà qu'il y ait suffisamment de contenu pour que derrière, toi-même, tu puisses t'immerger. Après, moi, je suis complètement à l'opposé de ce qu'ils font. Je suis dans un respect total de l'auteur, et pour moi, il faut que l'auteur soit polyvalent. C'est-à-dire qu'il faut que l'auteur, dès la base, il puisse comprendre comment cela fonctionne. Et j'ai pas envie de repasser derrière en disant non, peut-être le lecteur va apprécier cette manière de percevoir les choses. Non, il faudrait faire tel changement. Pour moi, il faut que, au moment où j'édite un manga, j'édite la vision de l'auteur et que celle-ci soit bonne dès le départ. Malheureusement, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas la prétention de dire je suis capable de te dire ça va marcher, ça va pas marcher, il faut modifier ça, il faut pas faire ça. Voilà, ce n'est pas mon rôle. Moi, en tant qu'éditeur, avant tout, je suis comme un lecteur, c'est-à-dire que je dois, quand je publie un titre, partager une vision d'un artiste, mais une vision qui, moi, au départ, m'a plu. Donc, au lieu de m'éloigner comme on pourrait le faire avec H2T, moi, c'est plutôt l'idée de je me mets en mode lecteur, et si le titre me plaît, j'ai envie de le partager avec d'autres. De la même manière que, c'est triste à dire, mais les scans se sont développés un peu comme ça, grâce aux bouche à oreille et grâce à des personnes qui ont découvert des titres, et ils ont dit on va le partager. C'est pas bien les scans, il faut pas. Mais en l'occurrence, voilà, je suis un peu comme les deux, et je me dis finalement, pour qu'un dossier soit bon, un dossier d'édition soit bon, il faut que la personne ait conscience qu'il est doué en dessin, et que surtout, il soit conscient qu'il a compris tous les codes et qu'il a pu les appliquer dans quelque chose. Donc en l'occurrence, moi j'aime bien les artistes, souvent j'aime bien les artistes qui s'auto-publient en ligne, parce qu'ils ont pris suffisamment de confiance pour se dire, bon, je vais publier ça, je vais peut-être me recevoir plein de critiques négatives dans la tronche, mais je vais m'améliorer petit à petit. Et ce qui est bien avec ce genre d'artistes-là, c'est qu'au final, on voit leur progression et on voit qu'ils ont une véritable vision. Ils ont envie de développer une histoire. Ils n'ont pas envie de devenir mangaka. Ils ont envie de partager une histoire. Et ça, pour moi, c'est encore mieux. Parce qu'à ce moment-là, on a juste besoin de leur venir. Et si l'histoire nous a plu, ce n'est pas eux qui viendront vers nous. C'est nous qui irons vers eux, comme ça a été le cas pour Carsifona, où je suis allé voir l'auteur directement. Et pas en tant que lecteur, en tant qu'éditeur. Donc voilà. Le mélange des deux, ça serait parfait. Et puis je pense que H2T, par rapport à nous deux, a peut-être besoin de moins de contenu, plus d'informations plus techniques, parce qu'il a un peu plus d'expérience dans le milieu, et c'est ça qui va lui permettre de plus pouvoir accompagner un auteur, vu qu'il a déjà pas mal d'expérience dans la question, ce qui n'est pas forcément le cas pour nous. Et c'est pour ça que nous, on est plus à la recherche de quelque chose avec déjà un peu plus de contenu et de fond, contrairement à H2T. Voilà. Après, normalement, on saura distinguer quelque chose qui est bon de oui. mauvais. Heureusement, sinon après, on ne peut pas être éditeur. Je pense que ça va être du coup le mot de la fin. Merci à tous d'avoir assisté à cette conférence. On espère que ça vous a plu. Et puis,
Achetez donc, je vous propose de visiter en tout cas nos 3 éditeurs, donc les éditions Nazca, Chatto Chatto et H2T. Merci à tous et très bonne journée. Merci. Merci à vous. Merci à vous. À toi.